Saviez-vous que le produit de beauté le plus vendu à Rome en 1650 n'était pas un farajou, mais un poison capable de simuler une mort naturelle? Pendant 20 ans, une femme nommée Giulia Tofana a régné sur un empire invisible, responsable de la mort de plus de 600 hommes. Et tout cela grâce à un simple flacon de maquillage. À cette époque, le mariage était une prison. Les femmes étaient battues, vendues, n'avaient aucun droit. Giulia Tofana, elle-même fille d'une empoisonneuse exécutée, a décidé de leur offrir une porte de sortie. Elle a inventé l'Aqua Tofana. C'était un mélange d'arsenic, de plomb et de belladone. Mais le génie ou le démon de Giulia, c'était l'emballage. Le poison était vendu dans des flacons d'huile pour le visage ou des bouteilles de dévotion ornées de l'image de Saint Nicolas de Bari. Il pouvait rester sur la coiffeuse d'une femme à la vue de tous sans jamais éveiller les soupçons. Le protocole était d'une cruauté chirurgicale. La première dose créait une simple fatigue. La deuxième, des douleurs d'estomac et des vomissements. La troisième, une agonie lente. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il n'y avait aucune trace à l'autopsie. Les médecins concluaient toujours à une fièvre foudroyante. Les épouses, elles, passaient pour des veuves éplorées, alors qu'elles avaient versé le poison dans le potage ou le vin de leur mari, goutte après goutte. L'empire de Giulia s'est effondré pour un simple bol de soupe. Une de ses clientes, prise de remords au dernier moment, a empêché son mari d'avaler sa cuillère. Paniqué, l'homme l'a torturée jusqu'à ce qu'elle dénonce Giulia. Giulia s'est réfugiée dans une église, mais une rumeur a circulé dans Rome. Elle aurait empoisonné l'eau de la ville. La foule, en colère, l'a traînée hors de son refuge. Avant d'être exécutée, elle a avoué avoir aidé à tuer plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. Aujourd'hui, on dit que son secret est mort avec elle. Mais regardez bien vos flacons de parfum. Pour ce deuxième rouge, une teinte beige, elle représente la fragilité apparente, mais aussi une force de survie que personne ne peut imaginer. C'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui a disparu un matin sur le chemin de l'école, pour ne réapparaître que 8 ans plus tard. Le 2 mars 1998, à Vienne, Natacha Kampusch quitte sa maison. Elle ne reviendra pas. Un homme, Wolfgang Priklopil, l'enlève et l'enferme dans un cachot de 5 mètres carrés, construit sous son garage. Ce qui est terrifiant, c'est la précision millimétrée de cette prison. Une porte en béton armée de 150 kilos, un système d'aération bruyant et une obscurité totale. Pendant les premières années, elle ne quitte jamais ce trou. Elle y fête ses anniversaires, seule. Son ravisseur la force à l'appeler maître. Mais Natacha développe une stratégie mentale incroyable. Elle sépare son esprit de son corps pour ne pas devenir folle. Elle se promet qu'un jour, elle sera plus forte que lui. Le plus perturbant dans cette histoire, c'est la proximité. Elle vivait à quelques mètres des voisins dans une banlieue calme. Elle a même été forcée de l'aider à faire des travaux dans la maison. Un jour, il l'a emmenée faire du ski sous la menace de la mort. Imaginez, elle était au milieu de la foule, entourée de gens, mais personne n'a vu la détresse dans ses yeux. Elle était là, mais invisible. Le 23 août 2006, le ravisseur demande à Natacha de nettoyer sa voiture. Le téléphone sonne.
il s'éloigne à cause du bruit de l'aspirateur. C'est la faille. Natacha court. Elle traverse les jardins, le cœur battant, et frappe à la fenêtre d'une voisine en disant « Je suis Natacha Kampusch ». Quelques heures plus tard, son bourreau se jette sous un train. Natacha est libre, mais elle portera à jamais le poids de ses 3096 jours de vide. Parfois, la survie n'a pas besoin d'artifice. Elle est juste Bear. Pour ce troisième rouge, la teinte Diva. Mais ne vous méprenez pas, la femme dont je vais vous parler n'avait rien d'une icône de mode. Elle était la marraine de la drogue à Miami. Une femme si impitoyable que même Pablo Escobar disait d'elle « Le seul homme dont j'ai jamais eu peur était une femme nommée Griselda Blanco ». Griselda Blanco n'est pas devenue une légende par hasard. Dans les années 70, elle a transformé Miami en zone de guerre. On lui attribue plus de 200. Elle a inventé la méthode du à moto. 2 hommes sur 1, 2 roues, une rafale et une disparition rapide dans le trafic. C'était sa signature. Elle aimait le pouvoir, l'argent et par-dessus tout, elle aimait l'ordre. Si vous la trahissiez ou si vous lui deviez un centime, votre espérance de vie tombait à 0. Le plus glaçant, elle a nommé l'un de ses fils Michael Corleone, en hommage au parrain. Mais Griselda avait une autre particularité. Elle a été surnommée la veuve noire. Pourquoi ? Parce qu'elle a personnellement ordonné ou exécuté l'assassinat de ses 3 maris. Le deuxième a été abattu par Griselda elle-même sur un parking de Bogota après une dispute sur des millions de dollars disparus. Elle ne laissait personne se mettre en travers de sa couronne. Elle a fini par être rattrapée, a passé des années en prison avant d'être expulsée en Colombie. Et c'est là que l'ironie de l'histoire frappe. En 2012, alors qu'elle sortait d'une boucherie à 69 ans, elle a été abattue par 2 hommes à moto. Sa propre invention s'est retournée contre elle. Une diva déchue, emportée par le monstre qu'elle avait elle-même créé. Pour ce 4e produit, un gloss, le Hot Chocolate de Fenty. Il brille, il est magnifique. Mais la brillance peut être trompeuse. Dans les années 1920, des centaines de jeunes femmes manipulaient une peinture révolutionnaire qui brillait dans le noir. Elles pensaient manipuler de la magie. En réalité, elles mangeaient la mort à chaque coup de pinceau. On les appelait les Radium Girls. Leur métier, peindre les chiffres des cadrans de montres pour l'armée afin qu'ils soient lisibles la nuit. La peinture contenait du radium, un élément nouveau et fascinant. Pour être extrêmement précise, leur chef leur apprenait une technique simple. Affiner la pointe du pinceau entre leurs lèvres. Lip, dip, paint. Lécher, tremper, peindre. Elles faisaient ça des centaines de fois par jour. On leur disait que le radium était inoffensif. Certaines, s'amusant de cette propriété magique, s'en peignaient même les dents ou les ongles avant d'aller en soirée pour briller dans les clubs de jazz. Elles étaient littéralement radieuses. Mais le radium ne quitte jamais le corps. Il remplace le calcium dans les os. Quelques années plus tard, le cauchemar commence. Leurs dents tombent sans raison. Leur mâchoire commence à gonfler, puis à s'effriter, littéralement à tomber en morceaux. Leurs os devenaient aussi fragiles que du verre. Le plus terrifiant, leur corps était devenu tellement radioactif que si elles s'approchaient d'un compteur, ils s'affolaient. Elles étaient condamnées à mourir dans une agonie lente, leurs propres os les empoisonnant de l'intérieur.
Ces femmes se sont battues depuis leur lit de mort pour faire reconnaître la responsabilité des usines. Elles ont gagné, changeant à jamais les lois sur la sécurité du travail. Mais la trace qu'elles ont laissée est éternelle. Aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, si vous passez un compteur au-dessus de leur tombe, ils sonnent toujours. Elles brilleront pour les 1600 prochaines années. Une beauté éternelle, mais à quel prix? Nous terminons avec le 678 caviar, un noir pur, sans aucun reflet. Il illustre l'histoire la plus terrifiante de cette liste, car elle n'a jamais été résolue. Imaginez vivre dans une ferme isolée, entourée de neige, et réaliser que quelqu'un vit avec vous dans votre propre maison sans que vous ne l'ayez jamais invité. Mars 1922, ferme d'Interkaifeck, Allemagne. Andreas Gruber, le patriarche, confie à ses voisins des faits étranges. Il a trouvé des empreintes de pas dans la neige venant de la forêt et menant directement à la ferme. Mais aucune trace de pas ne repart vers la forêt. Quelques jours plus tard, il entend des bruits de pas dans son grenier et trouve un journal qu'il n'a jamais acheté. Pourtant, il ne prévient pas la police. Le 31 mars, le silence s'installe. Ce n'est que 5 jours plus tard que les voisins, inquiets de ne plus voir personne, entrent dans la ferme. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Dans la grange, les corps d'Andreas, de sa femme, de leur fille et de leur petite-fille sont empilés, massacrés avec une pioche. Mais le plus atroce n'est pas le crime, c'est ce qui s'est passé après. L'autopsie a révélé que la petite fille est restée vivante plusieurs heures après l'attaque, s'arrachant les cheveux de terreur. Et surtout, pendant les 5 jours où la famille gisait dans la grange, le tueur est resté à la ferme. Les voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée. Le bétail a été nourri et quelqu'un a même mangé les restes de nourriture dans la cuisine. Le tueur a vécu avec les cadavres de ses victimes dans leur propre lit avant de disparaître à jamais dans la forêt. On a suspecté tout le monde, des voisins, un ancien amant, des vagabonds. On a même envoyé les crânes des victimes à des médiums anonymes. Rien. En 1923, la ferme a été rasée. Aujourd'hui, il ne reste qu'un monument au milieu des champs. Le noir du caviar est comme cette affaire, une énigme totale, un trou noir où la vérité s'est perdue il y a plus de 100 ans. Dormez bien.